Nous voici au rendez-vous du jour avec l'émission Freedom Show qui se réalise en Belgique, précisément à Bruxelles où nous sommes, dans une chaîne de télé bien célèbre et connue. Et en son numéro très spécial, c'est le premier numéro de ces shows, nous voudrions vous faire des merveilles devant vos petits écrans, partout où vous vous retrouvez dans le monde, quand vous nous suivez. Cette émission consiste à aider nos peuples, tout le monde sur cette planète Terre, à pouvoir saisir l'opportunité ou les opportunités de leur développement humanitaire comme communautaire. À son premier numéro, étant un magazine télévisé, nous allons recevoir un invité qui est venu de très loin, qui a fait un long parcours jusqu'à se retrouver à Bruxelles avec nous ensemble sur ce plateau, de parler de ce qui va nous concerner. Dans quelques minutes, je vais vous présenter notre invité du jour, mais saisissons cette opportunité pour pouvoir nous tous appréhender les réalités de tout ce qui nous est destiné sur cette terre. Je sais que tout ce qui nous suit et tout ce que nous continuerons toujours à nous suivre, vous serez bénis par l'Éternel, par nos émissions, par ce que nous disons, et personne ne pourra avoir des problèmes où on va se retrouver suite à ce que nous allons pouvoir nous dire. En effet, nous allons tout de suite nous regarder ou nous détourner vers notre invité. Je vais lui laisser l'apanage de pouvoir se présenter et de nous dire qu'est-ce qu'il est. Et ce soir, ce qu'il nous rapporte comme message. Bonjour, chef. Bonjour. Et voilà, à notre gauche, c'est notre invité. Et vous, devant vos écrans, c'est à votre droite. Nous sommes en train de parler avec M. Cherubin Okende, qui va tout de suite se présenter et on va aller but à nos questions ou droit à nos questions. Nous allons discuter des choses très fondamentales qui vont nous aider tous à pouvoir comprendre les enjeux du moment. M. Cherubin Okende, brièvement, pouvez-vous dire un mot d'introduction à tous ceux qui nous suivent à ces instants? De prime abord, je vous remercie pour cette invitation et aussi je remercie le propriétaire de cette chaîne qui me donne une opportunité de pouvoir m'exprimer. Et pour la petite présentation, je suis chrétien pratiquant. Donc j'arrive dans une chaîne chrétienne qui confesse la foi en Jésus-Christ, donc je me trouve conforté. Cherubin Okende, je suis licencié en droit, option droit privé et judiciaire. Je suis détenteur également d'un diplôme supérieur en statistique technique mathématiques de gestion. Je suis député honoraire, président du Front social des indépendants républicains, un parti politique évoluant en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je suis mandataire de l'État, administrateur, directeur technique aux lignes aériennes congolaises, notre compagnie nationale que nous sommes en train de nous employer à réhabiliter. Et voilà donc pour le petit portrait que je peux me permettre de livrer à de nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Très bien. Monsieur Cherubin Okende, un long parcours, un bon profil que tout le monde va devoir savourer cet après-midi que nous passons notre émission dans cette grande chaîne, la RTFJ. Et alors, à notre deuxième préoccupation, M. Cherubin Okende, nous allons échanger sur ce plateau en toute franchise et en toute liberté. Parce que nous nous disons que nous devons en parler en toute liberté. Il n'y a pas de sujet tabou, mais respectons les droits des autres. Mais alors, ici, nous parlerons du monde, l'actualité du monde, de l'Afrique et de la République démocratique du Congo en particulier. Avez-vous une information à livrer à ces téléspectateurs qui nous suivent? Enfin, l'actualité du point de vue, sur le plan planétaire donc du monde, aujourd'hui je peux dire que le monde est en pleine évolution. Les institutions, l'ONU, le Conseil de sécurité est appelé aujourd'hui à des réformes structurelles en profondeur pour que les missions qui ont été dévolues à cette organisation planétaire lors de sa création
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puisse encore être rempli avec beaucoup plus d'efficacité et d'efficience. Donc le monde doit bouger. Sur le plan africain, nous voyons la turbulence en Afrique, dans les pays arabes. Ça doit aussi nous interpeller, ça doit également attirer notre attention. En République démocratique du Congo, l'actualité est marquée par le processus électoral. Donc, depuis 2006, nous avons renoué avec des élections que nous souhaitons démocratiques, transparentes, que le souverain primaire soit le peuple, qui se choisisse des dirigeants et de manière aussi souveraine, si vous me permettez la tautologie. Et donc cette roue est en train de tourner. Et donc dans le pays, pour le moment, c'est l'effervescence électorale qui domine les grandes lignes de l'actualité du pays. Parce que vous parlez de l'actualité du monde, de l'Afrique, de la RDC et des autres pays peut-être qui peuvent aussi subir le même sort que la RDC dont vous êtes originaire. Et alors, je ne sais pas, on parle toujours de l'actualité. Je veux tout simplement savoir c'est quoi la communauté internationale pour vous, quel est le rapport, et aussi par rapport à la RDC, à quoi est-elle importante cette communauté internationale? De mon point de vue, une communauté internationale aujourd'hui ressemble à une nébuleuse, d'autant plus que c'est plus les intérêts de plus forts qui prévalent, et d'autres pays, notamment les pays africains, sont des délaissés pour compte. Il n'y a pas de communauté lorsqu'il n'y a pas de solidarité. Donc, vous voyez, il faut aussi interroger cette communauté internationale. Aujourd'hui, ça énerve même les principes de droit, du droit international, l'égalité de peuple. Bon. Donc, je crois que à ce jour, une communauté internationale représente une certaine nébuleuse, toujours pour régenter, parce que nous, en Afrique, nous avons connu l'esclavagisme, nous avons connu la colonisation. Nous sommes en train de vivre la néo-colonisation et il faut que nous puissions tous ensemble réfléchir comment nous libérer de toute cette forme de servitude. Donc, communauté internationale, je me dis, ça demeure toujours une nébuleuse. Il faut que nous décryptions, que nous sachions, nous, peuple d'Afrique, où sont nos intérêts et comment nous devons nous comporter par rapport à ces intérêts. D'autres plus grands de ce monde, vous savez, dans les relations internationales, ce sont plus des intérêts qui prévalent. Donc nous devons savoir quel schéma prendre pour l'intérêt du peuple congolais, et d'autres peuples d'Afrique. Le néocolonialisme. Donc, vous voulez nous dire que la communauté internationale, sous une autre forme, ils viennent reconquérir les pays africains comme s'ils avaient été avant. Mais on voit qu'eux aussi, ils ont des problèmes. On ne parle pas seulement de l'Afrique, il y a l'Europe de l'Est par exemple qui présente certaines difficultés, il y a d'autres pays au niveau des Amériques, par l'Amérique du Nord ou quoi, l'Amérique centrale par exemple, il y a des problèmes. Mais bon, on parle de la communauté internationale pour dire que leurs apports par rapport à tous ces pays en émergence ou en voie de développement ou qui ont des soucis ou des questions réelles à débattre, qu'est-ce qu'ils rapportent exactement? Ce n'est pas le néocolonialisme dont on va pouvoir les incriminer maintenant. Mais on dit, qu'est-ce qu'ils apportent en tant que communauté internationale dans tous ces pays? Nous devons voir la concrétude de tout ça dans le vécu quotidien de nos peuples. Sinon, un cercle vicieux des endettements qui ne profitent pas au peuple d'Afrique et particulièrement au peuple congolais. Nous avons eu une ardoise d'environ 13 milliards de dollars que le peuple congolais devrait éponger avec des programmes de rigueur qui n'ont pas vu son social être sustenté. Et tout cela doit nous interpeller. Donc je pense que en Afrique, nous avons besoin d'un nouveau leadership qui puisse mettre l'Africain au Congo, le Congolais au centre des préoccupations et surtout au centre des enjeux internationaux. Nous ne pouvons plus continuer de subir, sinon notre pays et nos peuples seront toujours la risée du monde. Donc il faut aussi vous rappeler que l'Afrique est le berceau de l'humanité, même s'il y a eu ces philosophies scélérates, cette doctrine scélérate d'esclavagisme et de colonialisme. Écoutez, nous demeurons le berceau de l'humanité, quitte à nous de prendre conscience de notre identité et de redorer le blason terni et de l'Afrique du Congo pour que nous puissions réoccuper la place qui nous revient dans le monde.
ben, cela ne va pas se passer avec des incantations. Ma foi, c'est dans la discipline, dans le travail, et en ayant une vision cohérente de ce que nous voulons devenir. Parce que vous savez, au cœur de l'Afrique, le Congo a la vocation d'un grand pays uni et fort, et que son peuple doit accéder légitimement à la prospérité à laquelle il aspire. Donc je crois que tels doivent être les fondamentaux de toutes nos actions pour que nous puissions mener une vie qui vaille la peine d'être vécue et que nous puissions restaurer aussi la dignité humaine dans notre pays. Et pour cela, je crois que le Congo est en marche. Je crois que nous allons revenir sur les questions de la communauté internationale avec Justine dans nos prochaines émissions peut-être, quand on aura des occasions. C'est un grand sujet ou un grand dossier à pouvoir bien traiter calmement et se le dire comme on le peut. Mais pour l'instant, l'Afrique est aux abois avec la mort de Muammar Kadhafi, le président, l'ex-président de la Libye. Je ne sais pas quelles sont vos impressions au sujet. Oui, l'Afrique a été aux abois depuis 1960. Rappelez-vous l'assassinat crapuleux de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, les langues se délient, notamment ici en Belgique. On connaît les commanditaires de l'assassinat de Lumumba. Mais qu'a-t-on fait pour qu'ils puissent payer le prix de leurs crimes? Parce qu'en fait, c'est un être humain. Commanditaires belges ou bien vous voulez dire les commanditaires? Vous regardez mon regard et puis vous verrez qui je veux dénicher, donc qui je veux regarder, qui je veux dévoiler. Mais est-il que Lumumba, c'est aujourd'hui un secret de Polichinelle, a été assassiné? Cela avec la complicité de grandes puissances, dont la Belgique et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est plus une question de donc la politique de l'autruche qu'on devrait faire à ce niveau. Vous avez posé la question de l'Afrique aux abois avec la mort de Muammar Kadhafi, que son âme repose en paix. Mais je note en passant que des peuples d'Afrique, si je regarde comment a vécu le peuple libyen sous Kadhafi, de problèmes sociaux, notamment ceux que nous rencontrons encore dans notre pays, liés au pouvoir d'achat, liés au chômage, liés, disons, au logement, hein, qui serait réputé moins décent, le peuple libyen sous Muammar Kadhafi n'a pas connu cela. Si c'est question de longévité au pouvoir à cause d'un régime qui a été instauré, pourquoi ne pas impulser de l'intérieur une ouverture démocratique, comme nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo aujourd'hui? Mais lorsque nous lisons encore une fois l'action de ce que vous appelez communauté internationale, avec l'OTAN notamment, quelle a été cette fougue déchaînée sur Muammar Kadhafi jusqu'à détruire la Libye, jusqu'à en faire suivre l'assassinat de Muammar Kadhafi. Ouais, je crois que ça n'a pas voulu accepter de pouvoir laisser le pouvoir. Je crois que ça doit nous interpeller. Nous sommes en Belgique ici, c'est un royaume. Nous savons ce que ça veut dire. En Grande-Bretagne, c'est un royaume. Donc, nous savons ce que ça veut dire. Il serait intéressant que le peuple belge se pose la question. Pourquoi devrions-nous rester des sujets d'un individu ou d'une famille? Et donc, cela doit être, si on tolère cela dans des pays occidentaux, bon, je ne justifie pas, moi, hein, des systèmes politiques surannés, hein, qui ne prônent pas la démocratie, qui ne permettent pas l'éclosion de valeurs républicaines. J'essaie de faire une comparaison. Et en revenant sur Muammar Kadhafi, j'avais noté son ambition de faire de l'Afrique un continent consolidé, solide et développé. Je me rappelle encore ces appels à l'Union africaine pour que nous puissions réfléchir, pourquoi pas, comment créer les États-Unis d'Afrique. Bon, ce n'était pas, de mon point de vue, une mauvaise initiative du tout. Si aux États-Unis, ils doivent leur puissance, leur force, du fait de la consolidation, de la conjugaison de tous les efforts avec les États-Unis d'Amérique, donc ça ne serait pas une fatalité pour que les Africains ne réfléchissent pas comment se mettre ensemble. Parce que vous comprenez, et là je parle en tant que ressortissant d'un pays qui est au cœur de l'Afrique. Donc c'est la République démocratique du Congo. Et si je prends l'allégorie de Frantz Fanon, l'Afrique ayant la forme d'un revolver, la gâchette c'est en République démocratique du Congo, ça doit nous interpeller. Où va l'Afrique? Et que veulent les néo-impérialistes sur l'Afrique? Nous devons toujours nous
être là, redevables à ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont exploités, même si de civilisation ils ne nous ont rien amené, sinon la perversion. Donc je crois que nous devons aujourd'hui réfléchir en profondeur pour nous dire quelle destinée réservée à l'Afrique. C'est un débat qui doit habiter tous les Africains. Et aujourd'hui, sans flagornerie, nous devons savoir quel schéma tracer pour l'Afrique. Sinon, nous serons toujours ce continent méprisé. Sinon, nous viendrons toujours dans leur pays commander un certain statut et bon, rester toujours risibles. Et je crois que si c'est cela le schéma que nous choisissons, c'est à nous d'assumer. Mais je pense que les Africains ou les Congolais de surcroît méritent mieux que cela. Je crois que chaque pays s'assume ou s'assumerait par rapport aux enjeux qui se déroulent dans son pays. En fait, c'est quand même une triste nouvelle, une personne, un être humain comme lui, d'être abattu de telle sorte. C'est suite à ses résistances, suite à la non-acceptation des propositions occidentales, afin de sortir ces pays-là dans le carcan de... Enfin, c'était une dictature qui s'est forgée de temps en autre en Libye, bien qu'ils étaient bien, socialement parlant ou quoi que ce soit. Mais il y avait une forme de monopolisation des pouvoirs dans une république, qui n'est pas une monarchie, et rester avec un seul chef, des années, c'est qu'on déplore en Afrique. Plusieurs de nos responsables aimeraient rester éternels au pouvoir. Mais pourquoi on doit parler de la démocratie si ce n'est pas les ambitions de nos dirigeants? Ce n'est pas intéressant. Écoutez, peut-être c'est que vous, par pudeur, vous évitez de dire que, bon, les Occidentaux, la France ayant pris la position du grand policier international, donc du gendarme du monde, avec la France en tête et l'appui de Barack Obama, sachez qu'en Afrique, Barack a déçu plus de compatriotes africains. On pensait à l'humanisation de la politique extérieure des États-Unis par rapport notamment à l'Afrique. Bon, on est en train d'être désillusionné, ben, on verra bien la suite qui pourra nous être donnée. Je disais ceci peut-être par pudeur, vous ne voulez pas évoquer ici que bon, le pétrole libyen est aussi le déclencheur de cette avalanche de violence que l'Occident a pu déversé dans ce pays-là. C'est comme la République démocratique du Congo. Vous savez, des différentes guerres, là où nous avons trouvé certains aventuriers affairistes commandités de guerre pour l'exploitation des richesses de notre pays. En 1960, des velléités de sécession sustentées par l'ancienne métropole. On a vécu cela, au Kasaï, dans le Katanga et j'en passe. Et tout cela, c'était pour continuer à maintenir l'hégémonie sur notre pays. Et je pense que nous sommes à la croisée de chemin. Les Africains, nous devons réfléchir, et plus particulièrement nous, Congolais. Et si je suis en Belgique, je dis plus particulièrement le Congolais de la diaspora. Nous devons tous réfléchir pour savoir quelle destinée réservée à notre pays. Sinon, nous resterons toujours la risée du monde, comme j'ai eu à le dire précédemment. Toujours dans l'ambiance culturelle des informations que nous sommes en train de recevoir, très délicates, j'aimerais savoir si cela arrivait au président du Congo. Je ne parle pas du président actuel, bon, il est en campagne, il est sortant, je ne parle pas de qui que ce soit, mais bon, je me dis, aujourd'hui, on a un président en République démocratique du Congo. Il est abattu comme Muammar Kadhafi. Quel serait votre point de vue? Vous avez vu, en fait, la violence ou ce genre d'assassinat, nous ne cesserons jamais de les condamner. Laurent Désiré Kabila a été aussi assassiné. Donc, je crois que le peuple congolais n'a pas besoin de drame pareil. Le peuple congolais a plus besoin d'une démocratie effective, d'un état de droit où va être privilégiée la tolérance entre nous, qui est un débat d'idées plutôt que continuer encore à faucher certains d'entre nous, et par surcroît un président de la République. Donc, tel n'est pas le fort du peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais réclame l'état de droit, réclame plus l'amélioration de sa situation sociale, ne veut plus de dictature, parce que nous avons connu une dictature atroce, mais qui était entretenue par qui? C'est connu de tous, notamment par les officines occidentales. Et bon, ma foi, aujourd'hui, le peuple est en train de savourer une véritable démocratie. Je crois qu'il faut aller vers le peuple qui est le souverain primaire, qui va se choisir comme dans toutes les nations civilisées, ses dirigeants. Cette liberté-là leur sera donnée, de pouvoir se choisir les dirigeants qu'il faut? Ben, bien sûr, depuis 2006.
au fait, disons en 1960, le pays avait inauguré un processus démocratique qui a été arrêté net avec l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous avons repris avec ces habitudes démocratiques depuis 2006. Quand le peuple est en train aujourd'hui de développer sa maturité démocratique pour savoir se choisir des dirigeants qu'il souhaite voir à la tête du pays. Donc je pense que peut-être de l'extérieur, vous pouvez croire que la démocratie au Congo est encore une parodie de démocratie. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les candidats présidentiels, du moins ceux qui croient avoir un message à larguer au niveau du peuple congolais, sont en train de sillonner le pays, essayer de vendre leur projet de société aux Congolais, quitte aux Congolais de pouvoir dire qui de Etienne Tshisekedi, de Joseph Kabila, de Vital Kamerhe, de Léon Kengo Adondo, pour ne citer que cela, mérite la confiance de la majorité de notre peuple. C'est cela une démocratie vivante que nous souhaitons dans notre pays, plutôt qu'encore l'avalanche de violence qui ne nous avance à rien. C'est bien, nous allons continuer à développer nos questions ou bien nos pensées. Je crois que la situation de la Libye, c'est un peu triste pour tout le monde qui nous suive à ces instants. Et, en passant, on a lu que son fils a été aux arrêts. Ce n'est pas ce qu'il nous préoccupe, mais que les Africains puissent prendre conscience de ce qui se passe sur ce monde. C'est bien beau ce que vous nous dites, mais vous, en tant qu'acteur politique, en tant qu'un instruit, il faut savoir apporter aussi de l'aide à ces peuples qui n'ont pas le pouvoir, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se présenter ou se mettre à l'abri de tous, exprimer leurs profonds soucis. Mais alors, si on doit rester dans ces dictats, peut-être ce qu'on connaît, c'est Muammar Kadhafi, on ne veut pas en faire un sujet de notre émission, mais peut-être c'est nombre d'années, comme fut le feu maréchal Mobutu, qui a fait 32 ans, 31 ans au pouvoir, qui ne voulait pas partir sous les voies démocratiques, soi-disant, mais bon, il a préféré être en exil avec son pouvoir, et voilà. La suite, c'est que nous sommes en train de vivre au Congo. Il y a Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné, on ne veut pas en parler maintenant, ça c'est une autre question, mais aujourd'hui, la CNT en Libye, le Conseil national de transition, quelle serait votre perception? Bon, c'est des séides des Occidentaux qui ont mené la guerre contre Kadhafi et pour les mettre en place. Auront-ils le coup des franches pour ne parler que du bonheur du peuple libyen? J'en doute fort. Ce n'est pas le pétrole libyen qui serait déjà, disons, la monnaie d'échange à pouvoir récupérer. Ça, je le dis avec beaucoup de certitude, parce qu'en fait, on sait comment ça se passe. Bon, c'est regrettable, mais bon, enfin, nous, Africains, nous devons comprendre quels sont les enjeux internationaux. Donc, ces exploitations, cette violence aujourd'hui qui friserait, je ne sais pas qualifier, un banditisme international, n'est condamné par personne. Et ce qui m'a un peu attristé, c'est de voir tous ces dirigeants africains prendre peur et garder le silence. Non, je dis que le peuple africain doit s'émanciper maintenant. Après 50 ans de nos indépendances confisquées, nous devons savoir comment réellement nous émanciper. Sinon, le développement de nos peuples ou la souveraineté de l'Afrique ne sera que du leur, indéfiniment. Les guerres de pouvoir en Afrique qui exacerbent ou qui transcendent encore sur le peuple. Comment pensez-vous à la fin des dictats, soit disons occidentaux? Non, je pense que tout ce que nous pouvons encourager en Afrique pour éviter des guerres de pouvoir, c'est la démocratie. Finalement, lorsqu'on est dans un système démocratique, le souverain primaire, c'est le peuple. Chacun, bien entendu, doit avoir des ambitions légitimes de pouvoir se présenter devant le peuple, avoir une vision ou un projet de société à exciper devant le peuple et quitte au peuple de pouvoir choisir. Donc je crois que, surtout dans notre pays, nous ne sommes pas en mauvaise voie. Donc la voie de la démocratie est en train de s'imposer au Congo et je crois que qu'en Hekara, nous arriverons à imposer une meilleure démocratie qui serait une démocratie exemplaire à travers le continent et même à travers la planète. Donc avec les avancées des valeurs républicaines qui sont en train d'être infusées dans notre nation pour le moment, il faut attendre qu'avec des potentialités que nous avons, nous arrivions à restaurer un véritable pays, un pays fort
au cœur de l'Afrique. Et c'est possible avec le génie créateur du peuple congolais. Donc nous allons y arriver. C'est à nous d'abord de prendre conscience de quel enjeu nous sommes, et dans l'Afrique et dans le monde, pour jouer pleinement notre rôle. Et le peuple doit être impliqué dans cet enjeu-là pour que la politique politicienne, celle qu'on a vécue depuis l'accession du pays à l'indépendance, les régimes néocolonialistes qui a sévi dans une dictature indescriptible, a mis les intérêts ou le bonheur du peuple à côté des préoccupations politiques. Nous devons recentrer les choses. Donc les ambitions essentielles de tout dirigeant politique doivent être le bien-être social de la population. Et comment donc arranger l'économie du pays pour que le pouvoir d'achat de notre peuple soit amélioré un tant soit peu. Donc je crois que pris dans cette vision, le débat politique au Congo devra être un débat citoyen. Et à ce moment-là, nous ne verrons pas surtout nos compatriotes de la diaspora, ceux qui sont dans telle ou telle autre famille politique. Non, sustentons d'abord un débat citoyen pour dire quels sont les fondamentaux pour le développement du Congo, qu'est-ce que, même si on est de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays-là puisse se développer, quitte à nous, acteurs politiques, maintenant d'affûter nos stratégies pour dire voilà les objectifs essentiels, comment moi, Chérubin Okende, avec mon parti, le Front Social des indépendants républicains, je pourrais atteindre cet objectif, quel est le schéma opérationnel et optimal que je peux préconiser. Là, ça sera maintenant, ça relèvera de la stratégie politique de chaque acteur politique, de chaque organisation politique. Mais nous tous, nous devons d'abord avoir une trame. C'est le Congo. L'amour pour le Congo, et vous savez, je suis heureux d'être reçu dans cette chaîne qui prône la foi en Jésus-Christ. Vous savez, avec la perversion que la colonisation nous a amené, l'occultisme et j'en passe, on a mis l'homme à côté, donc en dehors de nos préoccupations. Et surtout qu'on ne mettait pas Dieu, on ne mettait pas Jésus-Christ, disons, dans la position qui lui revient, donc le primat de tout. Ça doit commencer avec Dieu. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, nous sommes dans un temps fort de la restauration de la République démocratique du Congo, tant dans notre spiritualité que dans nos mentalités en tant que citoyens de ce monde, pour faire en sorte que nous puissions plus incarner des valeurs plutôt que des anti-valeurs. Mais en fait, ce que nous sommes en train de parler ici, c'est par rapport au dictat occidental. Donc, parlons, en vous écoutant, vous ne voulez plus que les Occidentaux se mêlent dans vos affaires. Eh bien, la souveraineté, c'est ça, mais nous n'allons pas vivre dans l'ostracisme, donc fermés sur nous-mêmes, non. Mais que les relations soient des relations non d'anciens colonisés avec l'ancien colonisateur. Et je regrette qu'en Belgique, il y ait même des ministres d'Affaires étrangères qui préconisent le fait que le Congo, pour nouer des relations de coopération avec la Chine, devrait venir demander la permission à la Belgique. Je dis, ça dépasse tout entendement. Et tous les Congolais qu'on vive en Belgique... Le contrat signé entre la Belgique ainsi que la RDC. Qu'on vive en Belgique ou qu'on vive au Congo... Qu'on vive en Belgique ou au Congo, c'est cet état de choses qu'il faut dénoncer, qu'il faut refuser. Nous ne resterons plus d'éternels colonisés, non pas du tout. C'est à nous d'assumer. Et nous avons besoin de ce leadership pour que nous puissions assumer le destin de notre peuple. Nous avons vu ici en Belgique combien, même certains hommes politiques ont défilé ici pour essayer de bloquer la reconstruction du pays. Moi je me dis, aimons-nous le Congo, oui ou non? Aujourd'hui, c'est un discours de maturité qui doit nous habiter. Je dis encore une fois, notre trame commune doit être la République démocratique du Congo. Et sans hypocrisie du tout, nous devons tous travailler pour le bonheur de ce peuple qui en a également droit. Voilà, c'est bien dit, bien entendu, mais nous voudrions nous dire, c'est quoi la place d'un Africain face à un Occidental? Il faut nous décomplexer. D'abord, moi j'ai toujours considéré, comme je l'ai dit au départ, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est l'avilissement que nous a amené la colonisation, qui a pu faire en sorte que, bon, on considérait l'Africain comme un animal. Mais aujourd'hui, nous croyons que c'est vraiment une philosophie de la perversion que nous devons éradiquer
Nous ne devons plus être complexés. Nous sommes des êtres humains, beaucoup aussi intelligents comme d'autres êtres humains, qu'ils soient blancs, jaunes, j'en passe. Donc, je crois à la place de l'Africain, c'est à l'Africain lui-même de pouvoir se la donner. Même vous qui vivez ici en Belgique, si vous voulez que les Belges vous respectent, vous devez d'abord vous-même adopter un comportement de dignité et de respect. Très souvent, lorsque nous-mêmes, Africains et particulièrement les Congolais, nous nous comportons de manière indigne, en fait, on nous fiche comme un peuple inconscient, indigne, et finalement, donc, l'une ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dit-on. Donc, c'est à nous d'intérioriser que nous sommes un peuple digne, que nous sommes un peuple grand, et nous devons plus travailler pour que notre pays sorte de la situation de misère obscure qui le traîne encore. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une gestion prédatrice d'environ 40 ans. Et on doit arrêter avec tout cela pour commettre notre pays à un avenir, à une espérance de bien-être et de bonheur. Bon, en fait, parlant de ce que l'homme étranger peut traiter du Congolais en particulier, tel que vous l'avez dit, moi je pense que cela ne revient-il pas à la responsabilité de notre État ou de nos gouvernements, notre gouvernement au pays, qui s'est déjà très mal affiché auprès de la communauté internationale. Et toute personne qui s'affiche comme Congolais, tout de suite, je vais vous donner un exemple, les passeports des Congolais commencent à plier par exemple à des frontières immigrationnelles. Quand vous passez, c'est un passeport congolais, ben, on va le regarder 10 000 fois. Pourquoi on ne regarderait pas un passeport, par exemple, d'un Sud-Africain, d'un Botswanien ou d'un Congo d'en face à Brazzaville? Mais c'est parce que l'irresponsabilité de nos chefs, l'irresponsabilité de nos dirigeants a fait que nous puissions être affichés pareil. Ce peuple congolais démuni, lui, il ne sait rien de la politique, il sait qu'il va faire ses affaires, il va faire ses voyages, son tourisme. Mais pourquoi il doit être maltraité ainsi? Non, je pense que très souvent nous commettons l'erreur de croire que les démons, ce sont toujours les dirigeants. Ils ont leur part de responsabilité, mais discernons un peu. Discernons si un Congolais se comporte de manière indigne en Belgique. C'est le gouvernement qui est au Congo qui devient irresponsable? Non, ma foi. Moi, je viens des États-Unis, j'ai parcouru, mais avec mon passeport, je passe. Pourquoi? Parce que je me comporte de manière digne. Et partout où je vais en Chine, je vais en France, je vais en Italie, je vais partout où je passe, c'est avec mon passeport congolais. C'est le détenteur du passeport qui doit se comporter de la manière la plus digne possible pour valoriser son identité. Donc je pense que, voilà, je pense que très souvent, le Congolais n'est pas un homme bien reçu partout ailleurs. Bien reçu de par son comportement, Essayons de faire une certaine introspection. Ici en Belgique, la plupart de nos compatriotes se comportent de quelle manière? Même si on peut avoir des problèmes au pays, mais quand on devient, on braille ici, on casse, on s'attaque les uns contre les autres, la violence appelant la violence, est-ce que ce peuple-là mérite le respect du peuple belge? Ce ne sont pas seulement les Congolais qui peuvent casser. Non, je ne dis pas simplement, nous parlons de notre pays, hein, nous n'allons pas, il faut accepter à un certain moment l'autoflagellation pour que nous puissions savoir quel est notre statut réel et quelles sont les erreurs qu'il faut disons, corriger pour que nous méritions la dignité que nous réclamons par ailleurs. Donc je crois que c'est nous-mêmes, nous tous, chacun là où il est, il doit faire un examen, une certaine introspection pour voir si son comportement est digne. Mais ce ne sont pas des autorités au Congo qui envoient ou qui incitent de compatriotes ici à se comporter comme dehors la loi. Donc être même répréhensible devant la loi belge ou devant la loi française ou la loi américaine. Donc je crois que à un certain moment, nous devons recentrer le débat. Nous avons la facilité de voir souvent les erreurs ou les défauts en nos dirigeants. C'est tout à fait normal, mais essayons de faire un meilleur distinguo. Exemple à suivre, je crois. C'est pour cela que nous attaquons plus à nos dirigeants. Ce sont des gens qui doivent donner des exemples. Ils sont plus affichés que tout ce peuple. Et le peuple ne peut qu'abriter ce qui vient de son aîné plutôt. Mais si cela ce n'est pas ainsi, comment pensez-vous que l'homme congolais peut être respecté partout dans le monde? Quelqu'un qui vend la drogue en Europe et qui l'est fiché en tant que tel, il va dire non, c'est le Congo, ou ce sont les dirigeants congolais. Quelqu'un qui pratique la violence ici, s'attaquant à ses compatriotes,
il va dire que ce sont les dirigeants parce que ça va mal au pays. Bon, Non, là, c'est détourner le vrai débat. C'est détourner le vrai débat. Aujourd'hui, les Congolais de l'extérieur doivent savoir adopter un comportement digne, qui puisse refléter la dignité du Grand Congo pour que nous ne soyons plus la risée du monde. C'est bien suivi, c'est un bon message. Nous allons devoir en parler peut-être prochainement. Mais pour l'instant, M. Germain Okende, acteur politique en République démocratique du Congo, haut responsable d'une grande compagnie de l'île aérienne congolaise, vous suivez tout ce qui se passe comme actualité politique dans notre pays. Quelle lecture politique feriez-vous de la RDC actuellement, du point de vue politique par exemple? Ben, du point de vue politique, je dis, le peuple a toujours réclamé la démocratie. Aujourd'hui, le train de la démocratie est en marche. Malgré nos difficultés, les élections seront organisées, donc le peuple sera consulté, le peuple va se choisir ses dirigeants. Et le sanctionnateur doit être le peuple pour dire tel a mérité, tel l'a démérité. Donc c'est dans cette voie que je crois, on doit amener le Congo. Ben, il y a, par exemple, quand vous parlez des élections qui s'organisent au Congo, il y a des informations que nous avons, soi-disant, des fichiers sont déjà truqués en faveur de certains candidats. Il y a ces candidats qui se plaignent, ils n'ont pas tous les moyens possibles de pouvoir battre leur campagne. Il y a des crocs en jambes, de gauche à droite. Mais entre-temps, on veut prôner la démocratie dans le pays. Mais est-ce que tout ça, ça reflète vraiment la démocratie comme on le pense? Bon, il faut vraiment suivre le débat politique au Congo. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus ouvert, parce que l'opposition existe. Et je vous informe qu'il existe une loi portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Si nous n'avions pas cette volonté de véritable démocratie, cette loi ne serait pas votée. Donc, je veux dire que il y a des allégations ça et là. Lorsque vous décryptez la politique congolaise pour le moment, il y a même certains compatriotes, par peur des élections, préméditent la contestation. Voyez-vous comment a été composé le bureau de la Commission électorale nationale indépendante? C'est pour dire que la meilleure surveillance des uns et des autres, la confiance n'excluant pas le contrôle, il y a eu des représentants de l'opposition, il y a aussi des représentants de la majorité. Va-t-on croire que ceux de l'opposition sont devenus désormais des achetés de la majorité pour qu'ils ne s'expriment pas valablement, qu'ils ne remplissent pas leur rôle, alors que l'opposition puisse se saisir d'eux et s'assumer. Donc, qui sont asphyxiés. Il y a de faux débats. Il y a une société belge d'ailleurs qui a rajouté de la confusion en ce qui concerne le fichier électoral. Je m'abstiens de pouvoir citer cette société belge. Finet, vous allez trouver des gens qui se disputaient le marché sur les élections au Congo et ils font de la manipulation. Moi, je pense que nous ne sommes plus à ce cap-là. Tous ceux qui seront électeurs, il y a des mécanismes, même de surveillance. Il faut qu'il y ait des témoins dans le bureau de vote. Le vote ne sera pas électronique, non. Pour dire que non, il existait un fichier central où déjà on mettra de voix, compilation en faveur d'un candidat. Non, pas du tout. Donc, je crois que les mécanismes sont en marche et l'opposition qui s'engage dans cette course électorale prend aussi des dispositions. Donc l'essentiel pour nous c'est que ces élections-là se passent de manière apaisée, parce que les élections ne sont pas une fin en soi. La réponse à la misère du peuple devra être le leitmotiv de l'engagement politique de tout leader. Donc je crois que nous en avons marre de l'agitation, de pillage, de destruction méchante de notre pays et de notre économie. Nous avons plus besoin d'aller de l'avant, de reconstruire ce pays-là. Et je dois vous assurer que la reconstruction du Congo a bel et bien commencé. Nous n'allons pas parler des activités ou des actions qui se passent actuellement au Congo, mais on est plus encore sur les élections pour l'instant. En RDC, on parle de la démocratie actuellement, un pays démocratique. Est-ce que le peuple est-il souverain? Sa place dans la démocratie est-elle respectée? Bon, la souveraineté du peuple ne doit pas se décréter. Elle doit se constater, ce peuple-là doit assumer sa souveraineté. Pourquoi on organise des émissions de sensibilisation? Pour que le peuple puisse prendre conscience de son véritable pouvoir. Donc, moi je crois que en acceptant, en se faisant enrôler, parce que vous ne suivez pas le débat en profondeur au Congo,
Il y a certains députés, ma foi, que même s'ils amènent quelques présents au peuple, le peuple leur dit, non, c'est pas ça qui va constituer notre bonheur. Nous vous avons élu la mandature passée, la législature passée, pour tel objectif que vous jouiez votre rôle. Mais dès lors qu'il ne joue pas ce rôle, le sanctionnateur doit être le peuple. Est-ce qu'il fallait essayer d'abord pour voir les comportements de nos dirigeants ou de nos députés afin de pouvoir les sanctionner à ce scrutin qui vient? Non, ça sera perpétuel renouvellement. Donc, les élections en soi sont un moment fort de vérité et de débat citoyen. Donc, où le peuple regarde, si j'ai fait confiance à Chérubin Okende, qu'est-ce qu'il a pu faire? M'a-t-il satisfait? Si oui, je peux lui réitérer ma confiance. S'il ne m'a pas satisfait, bon, je fais un vote sanction. C'est ça le principe de la démocratie. Partout dans le monde, ça existe. C'est tout le monde qui comprend ça comme ça. Parce que si tout le monde comprenait ça de la sorte, je crois qu'on n'aurait pas de problème démocratique aujourd'hui chez nous. Non, mais apparemment, le peuple est privé de sa liberté, de pouvoir faire ce qu'il peut. Parce qu'aujourd'hui, on peut passer en tant que candidat, président, député, tout ce qu'on veut. On promet, on dit des choses, mais après qu'on soit nommé, on l'a vu à l'exercice 2006, comme vous le dites, les députés qu'on a eu au Parlement, je n'incrimine personne, je dis le mal de qui que ce soit, mais les gens où le peuple se lamente qu'on n'a pas eu de dirigeants dignes de leur nom. Oui, je crois qu'il ne faut pas minimiser ce peuple-là. Il est devenu mature et c'est un arbitre expérimenté aujourd'hui. On va voir, lorsqu'il y aura le scrutin, si le peuple va reconduire à 20% les députés de cette législature. Nous allons apprécier, nous ferons la radioscopie des élections et vous allez voir. Donc, ceux qui vous disent que le peuple ne comprend rien, le peuple congolais est là comme un mouton de panurge, se trompent. Cela se trompe parce que ce peuple-là sait discerner aujourd'hui quel était l'état du pays il y a autant d'années, où Kinshasa, qui était devenu la poubelle, quelle est son avancée aujourd'hui, vers quoi Kinshasa est en train d'aller, la reconstruction et la modernisation de notre capitale, et cela avec tout le pays. Le peuple ne veut plus de ceux qui promettent l'impiodi ou le riz comme ça, comme par coup de baguette magique. Non, le peuple veut que son économie soit structurée, que son économie booste le social pour qu'il y ait le pouvoir d'achat et que tout se tienne pour le développement. Donc je crois qu'il ne faut pas minimiser le peuple. On peut tromper une fois le peuple, mais on ne le trompera pas tous les jours. On ne le minimise pas, mais par contre, on est en train de dire qu'on ne lui donne pas sa liberté ni son droit. Non, on ne lui donne pas sa liberté ni son droit. On, c'est qui? Voilà là où il y a des présomptions négatives. Si Voilà. on peut le dire tout clairement, parce que on va dire que le gouvernement, par exemple, est en train d'opprimer le peuple. Ils viennent, ils s'intimident, ou toutes ces autorités qui sont dans le pays, qui offensent les droits du peuple. Vous savez, même l'opposition politique n'est plus opprimée au Congo. Et dans des chaînes de télévision, des débats houleux, là où des gens s'expriment librement, ça se passe au Congo. À plus forte raison, pourquoi le gouvernement opprimerait-il le peuple? Ça n'aurait aucun sens du tout. Et c'est ce que très souvent on véhicule ici, en Occident, que non, au Congo, il n'y a pas véritable démocratie, c'est une parodie de démocratie, on réprimande le peuple, on opprime le peuple. Non. Même lorsqu'il y a des évidences de la reconstruction de ce pays, surtout de son économie, pour poser les véritables fondamentaux d'une économie structurée, ben, on dit qu'il n'y a rien qui se fait. Bon, donc écoutez, ce peuple-là, je vous assure, il comprend les enjeux, il est devenu très critique, il sait critiquer ceux qui sont au pouvoir et même ceux qui sont dans l'opposition, parce qu'en fait, on pratique la politique. Pourquoi? C'est pour conquérir le pouvoir. Lorsque vous avez passé 30 années d'opposition, opposition, ça veut dire quoi en termes de bilan? Un échec. Ça veut dire qu'un échec, vous avez été incapable de conquérir le pouvoir. Donc aujourd'hui, le peuple est en train de tracer le bilan d'un chacun, de chaque opérateur politique. Et c'est clair. Ben, écoutez, ça c'est un sujet qu'il faudrait que les autorités peut-être du pays, je ne fais pas une recommandation, mais je dis ce qui se dit dans le monde et ce qui se vit dans le monde. Parce que le peuple congolais est pris comme une vache à lécher. On promet, et puis demain, on change ses carcas, on dit, ben écoutez, vous avez été avec moi, j'étais juste candidat, je voulais passer à avoir mon pouvoir. Et puis après, bon,
On va retrouver des députés dans les Matoumbé, on va les retrouver dans des coins un peu reculés, ils font leur vie, c'est plus le peuple qui leur importe. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a possibilité peut-être de commencer par éduquer d'abord ces autorités ou ce peuple qui aspire à des pouvoirs au pays pour que les choses soient prises à une certaine maturité ou au sérieux? Sinon, on va commencer à retourner ici, la diaspora va crier, l'opposition criera toujours, peu importe le pouvoir qui sera au Congo, on n'aura pas la paix parce qu'on pense qu'on ne respecte pas les droits des uns comme des autres. La meilleure sensibilisation, c'est de dire à ce peuple d'assumer son véritable pouvoir de souverain primaire. Et savez-vous que même les églises s'en sont mêlées pour inciter le peuple à voter utile. C'est pas de t-shirt, c'est pas de képi, c'est pas la bouteille de boisson hein, qui fait le vote. Non, pas du tout. C'est le projet de société. Quelle est la vision de tel ou tel autre candidat à la députation ou même à la présidentielle pour le Congo? Celui qui vous donne un pagne aujourd'hui, vous êtes homme, vous donnera-t-il tous les jours pour que toutes les 5 années, vous puissiez vêtir votre femme de ce pagne-là? Non, pas du tout. Celui qui vous donne aujourd'hui le frais de transport 1000 francs congolais, 2000 francs congolais, vous en donnera-t-il tous les jours pour le minerval de votre enfant? Non, pas du tout. Le projet de société devrait être un projet qui sustente d'abord la création d'emplois, le renforcement du pouvoir d'achat. À ce moment-là, si vous avez votre emploi, vous saurez faire face aux besoins existentiels, aux besoins fondamentaux de votre famille. Et à ce moment-là, vous vivrez aussi dans la dignité humaine. Ce peuple-là est en train de discerner. Et je vous ai dit, la première expérience, c'est 2006. La seconde expérience maintenant, c'est 2011. On va voir en qui le peuple va placer sa confiance. Et à cela, il ne faut pas dire que ce peuple est muselé, ce peuple est maltraité, ce peuple est opprimé. Pas du tout. C'est la lecture qu'on se fait du Congo lorsqu'on est en Belgique, par exemple. Ok, nous allons poursuivre notre émission, c'est très bien ça. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène de pléthore des candidats présidents en RDC. Un poste envié par tout le monde. En 2006, on en avait 33. Gloire à Dieu, ça s'est devenu en 2011. En 2011, on a 11 candidats. Et alors, serait-ce que le poste du président, c'est ce qui intéresse tout le monde au pays, ou on peut servir son pays tout en participant dans d'autres ministères, dans d'autres fonctions qu'on peut avoir au pays? Comment expliquez-vous un peu ce phénomène de pléthorisme des candidats présidents? Pourquoi ne vous feriez pas de la gauche et de la droite avoir deux camps, s'affronter aux élections et puis voilà? Je commence l'approche de votre question par un autre niveau d'élections dans notre pays, les élections législatives. Aujourd'hui, on en a environ 19 000 pour 500 sièges. Donc, il y aura environ 18 500 perdants parce qu'il n'y aura que 500 députés qui devront occuper l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'y a pas peut-être des critères pour que les gens puissent accéder à ces postes-là. Non, les critères existent. Les critères existent, mais en fait, non, je veux dire ceci. Il faut vraiment lire autrement cette liberté, parce qu'en fait, il appartient à tout Congolais qui se sent de l'ambition de pouvoir se présenter à tel ou tel autre poste, de ne pas être frustré, d'exprimer sa candidature. Donc, ça, c'est un droit constitutionnel. La liberté fondamentale de tout Congolais de se porter candidat, c'est lui qui n'est pas un repris de justice, qui n'a pas un casier judiciaire chargé et qui répond aux critères ou aux conditions qui sont édictées dans la loi électorale. Il peut se présenter. Mais maintenant, nous-mêmes, devons nous dire, bon, pourquoi autant? C'est au peuple de choisir, c'est au peuple de dire, ah non, je ne veux pas de tel candidat parce que son programme, je le trouve pas très... il n'y a pas de traçabilité dans son programme, je voudrais tel autre. Bon, donc, le jeu démocratique est ouvert au Congo. Si on commençait à se permettre de limiter, on frustrerait certains compatriotes et on parlerait d'une dérive dictatoriale. Ça n'existe plus au Congo. Chacun peut s'exprimer, mais nous devons savoir que il y a, c'est comme maintenant le poste de président de la République, il n'y aura qu'un président de la République qui est 100 candidats, 1000 candidats, il n'y aura qu'un seul président de la République. Alors vous avez dit pléthore de candidatures. Bon, là aussi il faut lire les signes de temps. Dans tout pouvoir, lorsqu'on est dans une véritable démocratie, il faut qu'il y ait aussi le contre-pouvoir, donc l'opposition.
quand il y a une majorité, il doit y avoir aussi une opposition. Nous fonctionnons comme cela. Si du côté de la majorité présidentielle, là, il ne manque pas de problème non plus, ni d'ambition. Si, il y en a. Mais les gens se disent, ayons une trame commune, focalisons nos efforts sur un projet commun et ayons un seul candidat à la présidence de la République. Ça fait déjà un effort de consolidation de la démocratie et aussi de tolérance politique. Si de l'autre côté, au niveau de l'opposition, 5 ans durant, nos compatriotes ont été incapables de se choisir un porte-parole de l'opposition. Bon, du fait que le sénateur Jean-Pierre Bemba se trouve dans des problèmes que nous connaissons et nous ne voudrions pas reprendre ici parce que c'est notre compatriote. Quand un frère est dans des problèmes, c'est plus la commisération qu'on peut lui témoigner et toute la sympathie. Mais je voulais dire, 5 années durant, l'opposition a été incapable de se choisir un porte-parole. Aujourd'hui, nous sommes aux élections, elle va en ordre dispersé. Il faut dire que c'est la majorité au pouvoir qu'il faut réprimander à ce moment-là. Non, pas de tolérance. Tel dit, il n'y a que moi. Si vous ne me suivez pas moi, fini, on ne marchera jamais ensemble. Alors, chacun dans son ego dit, mais je ne fais pas de la politique pour être marchepied de l'autre. Donc, allons nous mesurer au niveau du peuple. Donc, ça reste ouvert. Je dis que le jeu démocratique, le jeu politique reste ouvert, quitte à des acteurs politiques de rendre ce jeu-là plus intelligible. Pas pour des intérêts individuels, pas pour le positionnement personnel, mais en ayant une vision de servir le peuple. Et lorsqu'on a la vision de servir le peuple, on peut avoir en soi de l'humilité, on peut avoir en soi de la tolérance, on peut aussi l'écoute, l'égard envers l'autre, et ce sont là les valeurs cardinales qui puissent permettre à ce que la société congolaise, la nation congolaise puisse aller de l'avant. Donc, nous ne voulons pas caricaturer ces candidatures pléthoriques, non. C'est l'expression d'un chacun, c'est encore une grande ouverture à la démocratie dans notre pays, mais nous devons nous dire qu'il y a des évidences. À l'Assemblée nationale, même s'il y a environ 19 000 candidats, il n'y aura que 500 députés. Et que le meilleur l'emporte. Le meilleur, ceux qui auront la sanction positive du peuple. Et à la présidence de la République, même s'il y a 11 candidats, il n'y aura qu'un président de la République. Qu'il y ait aussi cette éthique de fair play. C'est pas que non, parce que vous voyez qu'au niveau des élections, vous allez perdre, vous commencez à inciter le peuple à la violence. Non, c'est révolu tout cela. La violence appelle la violence. Le Congo n'a plus besoin de pillage, de destruction. Tout ce qu'on a pu faire dans les années 90, à quoi ça avait avancé notre pays? Rien du tout. Rien du tout. Et on veut que le peuple ait la mémoire courte pour dire, oublions tout ça, bon voilà, aujourd'hui il y a d'autres prophètes de l'émancipation du peuple pour le tromper davantage. Non, pas du tout. Rapidement, pas du tout. Parce que la régie nous présente que le temps est en train d'avancer, sûrement on tend vers la fin. La diaspora à l'étranger, elle ne sait pas voter au moment où on a des représentations consulaires et diplomatiques dans tout le monde. Pourquoi cette diaspora ne peut-il pas être capable de voter comme le font les autres nations? Je crois que c'est un problème fondamental. Il faut que nous arrivions à adresser cette question. Notre diaspora, bon, en fait, c'est des Congolais, diaspora, parce qu'ils évoluent à l'étranger. Ils doivent aussi jouir de leur droit de choisir de participer au choix de dirigeants du pays. Parce qu'en fait, ce choix-là a aussi une incidence sur leur vie. Mais je pense humblement que c'est peut-être dû à la modicité des moyens, problème d'organisation. Et ma foi, lorsque on pourra avoir la capacité d'organiser des élections pour que les Congolais de la diaspora puissent participer, ça serait une très bonne chose. Vous savez, je voyage de par le monde, je rencontre des compatriotes qui, pour de multiples raisons, ils ont quitté le pays, mais il y a aussi des compatriotes de grande valeur dont nous avons besoin au pays pour que, ensemble, nous puissions mettre la main à la pâte pour reconstruire ce pays. Donc je crois que, d'ailleurs, pour la plupart, ils attendent que l'économie du pays soit boostée pour rentrer travailler au pays. Et ça, vous êtes mieux placés pour l'apprécier, et je les encourage. Donc, qu'ils ne soient pas délaissés pour compte, c'est peut-être une difficulté de conjoncture, et j'estime que
si on arrive à adresser ces difficultés à surmonter ces difficultés de conjoncture, il sera idéal que tous les compatriotes, même de l'étranger, puissent participer au vote. Et avez-vous un conseil particulier à adresser aux Congolais de l'étranger qui vous suivent en ces instants et qui, eux, ont choisi le camp d'être résistants ou combattants, comme on le dit, le phénomène qu'on observe ici à l'étranger, où vous êtes, et qui sont mécontents de la mégestion du pays. Précisément, je veux dire, du président Kabila qui est au pouvoir. Bon, c'est le point de vue de chacun. Chacun a maître de son point de vue. Mais je crois que nous devons élever le débat. Est-ce que la violence arrange les choses? Aujourd'hui que nous sommes engagés dans des voies démocratiques. Ils ne sont pas violents, mais ils se révoltent, ils réclament de leurs droits. Ben, je voulais dire ceci. Est-ce que la violence arrange les choses? La violence appelle la violence, et surtout lorsqu'on la pratique à l'extérieur, c'est un discrédit qu'on jette sur le pays. Donc, je crois que nous ne devons plus continuer, de mon point de vue, à jeter l'honneur, la dignité de notre pays en pâture. S'il y a un débat, nous sommes ouverts démocratiquement, que du choc des idées puisse jaillir la lumière. Le temps de la pensée unique est révolu au Congo. Donc, s'il y a des reproches à faire dans la gestion, la gouvernance sous Joseph Kabila, c'est pas par la violence. Hein. D'ailleurs, je me dis, résistant contre qui? Hein. Donc, je me dis, l'alternance doit être démocratique. Aujourd'hui, il y a des candidats, 10 candidats, qui se réclament de l'opposition. C'est à ces candidats de pouvoir peaufiner leur message de campagne, leur projet de société, pour avoir la faveur du peuple. Donc, moi, je sais que, bon, il y a beaucoup de compatriotes qui évoluent à l'extérieur, ont de très bonne foi. Je crains qu'il y ait quelque part une certaine main noire qui manipule et qui incite à la violence. Nous devons plus cultiver l'amour du prochain. Nous sommes tous des Congolais. Si j'aime mon compatriote, qu'il soit de telle ou telle autre famille politique, mais il reste Congolais autant que moi, il reste mon frère, et je ne dois pas méditer son mal. Donc, vous voyez ce que... Dans les 2 minutes qui nous restent, dites-nous si vous étiez président de la République, comment feriez-vous profiter ce grand pays de toutes ses richesses et son peuple libre? Eh bien, donc, moi je crois, le leitmotiv de toute politique, c'est de pouvoir participer ou promouvoir le bien-être des populations, le bien-être du peuple, un état de droit, un état de démocratie, avoir une gouvernance utile qui puisse sustenter la promotion sociale, le bien-être communautaire, serait mon leitmotiv. Donc, je dis qu'il faut que nous recentrions les choses, que nous cherchions un leadership plus fédérateur, enclin à servir le peuple. Pourquoi nous disons servir le peuple? Nous sommes dans ce peuple. Moi, j'ai ma famille dans ce peuple. Donc, moi aussi, je suis ce peuple. Donc, lorsque je sers la communauté, je trouverai aussi mon compte, plutôt que rentrer dans ces attitudes d'égoïsme qui n'ont pas réglé le problème de nouveaux riches dans la Deuxième République. Ils se sont enrichis seuls, mais finalement, ils se sont retrouvés aussi pauvres comme les autres. Ayant changeons de fusil d'épaule, notre vision doit être une émancipation collective, et ça nous permettra de vivre une société équilibrée et prospère. Avant de dire votre dernier mot, pour terminer, il y a des élections en République démocratique du Congo. Avez-vous un choix particulier d'un chef dirigeant de demain? Bon, je suis de la famille politique, la majorité présidentielle. Donc, chez nous, nous avions déjà opté pour un candidat à la présidentielle. Bon, quitte à nous maintenant de travailler pour que le peuple puisse lui réitérer la confiance. Vous parlez du niveau présidentiel. Mon parti, le Front social indépendant républicain, a aussi des candidats au niveau de la députation nationale. Donc notre lutte est que notre philosophie, surtout qui promeut les valeurs républicaines, le leadership à la base, que cette philosophie-là soit également expérimentée au niveau de la Chambre basse, pour que nous puissions avoir des lois beaucoup plus porteuses du bien-être social. Et voilà notre combat. Voilà, nous allons terminer notre émission par là. Je sais qu'on se sépare à queue de poisson. Prochainement, on essaiera d'organiser encore pour qu'on en dise un peu plus. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Espérons que ce n'est pas la dernière fois ni la première. À de prochaines occasions, nous allons nous voir et nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis
et la chaîne RTFJ qui nous a donné cette opportunité de diffuser cette émission. Vous aurez les DVD sur le marché à titre de magazine pour lire et réécouter, résuivre encore cette émission. Si vous avez des préoccupations, vous avez des problèmes, vous avez des choses que vous voulez nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos coordonnées que vous verrez en bas de nos DVD et de cette émission que vous êtes en train de suivre. Nous vous disons tous merci pour cette disponibilité et ce temps que vous nous avez accordé de suivre M. Germain Okende qui vient de Kinshasa pour honorer cette invitation, ainsi que toute l'équipe qui a travaillé pour que cette émission soit un succès et une réussite. Merci et à la prochaine.